Disons que j'ai eu la chance de ne jamais être exposée au racisme agressif, violent, que ce soit physiquement ou verbalement. On ne me dit pas sale noir, dégage, etc. En ce qui me concerne, ça a toujours été beaucoup plus subtil. Ce que j'appelle le racisme bienveillant, c'est le racisme des gens qui nous aiment bien. Alors c'est-à-dire les gens qui aiment bien les noirs, parce qu'a priori, un noir c'est sympa, c'est rigolo, ça sourit, ça danse, ça a le goût de la fête. Et du coup, j'ai été souvent confrontée à des gens qui, a priori, m'aimaient bien, parce qu'ils pensaient que j'incarnais quelque chose de positif. Et sinon, ce racisme bienveillant, ça peut être le racisme du compliment. Par exemple, je ne sais pas, je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit que je parlais bien le français. Et sur un ton, mais récemment encore, une personne m'a dit « Mais c'est fou, mais qu'est-ce que vous parlez bien le français et vous avez une diction, c'est vraiment incroyable ». Et alors, dans ces moments-là, on est souvent gêné parce qu'on se dit que la personne a l'impression de nous faire un compliment, sauf qu'elle vient juste de nous dire que pour elle, on n'était pas français et que de fait, le fait de parler un français normal ressemblait à quelque chose qui était de l'ordre de l'exploit. Et c'est un peu ça que j'appelle le racisme bienveillant, c'est le faux compliment. Et l'exemple que je prends aussi, c'est le compliment qu'on a fait à ma mère. Un jour, on lui a dit « Vous êtes belle pour une noire ». Et c'est juste horrible parce que à la fois on dit « Vous êtes belle » et en même temps pour une noire, le sous-entendu, c'est que voilà quoi, c'est ça. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. La délinquance n'est pas l'apanage des quartiers populaires. Vous connaissez nos politiques. On a quand même un maire de Levallois qui est quand même un délinquant notoire, qui n'est pas issu des quartiers populaires. La délinquance a cours dans les milieux que vous fréquentez également. Entre le trafic de drogue et la délinquance en col blanc, il y a une petite différence. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'on me prête pas toujours, en tout cas, la capacité d'analyser la situation. Généralement, quand je m'exprime sur le racisme, je crois que les gens me perçoivent plus comme un témoin, soit en colère, en tout cas, soit indigné, mais touché personnellement dans sa chair par le racisme. Mais j'ai pas l'impression qu'on me donne vraiment la possibilité de porter une analyse, ou en tout cas qu'on lui porte du crédit. Et ce qui se passe généralement dans les débats sur le racisme, c'est qu'on a des témoins noirs, arabes et des analystes blancs qui, eux, du haut de leur neutralité, vont expliquer comment ça fonctionne. Et on a du mal à sortir de ce rôle de témoin de premier degré par rapport au racisme, alors qu'on a une capacité d'analyse qui est absolument la même que les gens qui sont blancs, parce que qu'on soit blanc ou non blanc, on prend part au phénomène du racisme d'une manière ou d'une autre. Il y a des millions d'humains différents. Non mais il n'y a pas un homme africain. Il y a près de 60 pays en Afrique. Rien que ça, c'est de la caricature. Il y a un homme européen, mais ça ne choque personne. Pourtant, je sais qu'un Français, un Allemand, un Norvégien, un Anglais, c'est différent d'un Français. Est-ce que vous imaginez un président africain venir en France faire un discours sur l'homme européen aussi caricatural? Je pense que ça ne passerait pas. Franchement, je trouve, pardonnez-moi, tout le respect que je vous dois, que cet échange est accablant. Voilà. Accablant. On ne peut pas discuter. Vous avez aussi accablé les Africains avec le discours que vous avez écrit. On ne peut pas discuter. Mais écoutez, mais c'est la vérité, ils l'ont ressenti comme ça. Ah oui, mais moi je connais beaucoup d'Africains qui l'ont pas ressenti comme vous. Voilà, écoutez, simplement on n'en parle jamais, c'est très intéressant. Quand je dis des Africains, je parle pas de moi, je suis pas africaine, je suis française. Moi on est venu m'expliquer. Je parle des Africains. Henri, vous comprenez pourquoi Zemmour a pété un câble ici. je comprends tout à fait. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est qu'être blanc, c'est surtout être invisible au point de ne pas se concevoir comme blanc. Ce que je constate, c'est que la plupart des gens qui sont blancs, comme ils font partie de la espèce de majorité invisible, ont énormément de mal à accepter la qualification de blanc. Parce que, évidemment, quand on est blanc, on n'est jamais considéré comme blanc. On est la norme. On est la norme implicite. Et après, ça va... dans tout... Moi, l'exemple que je prends dans le livre, l'exemple que je prends, c'est l'exemple des pansements. On n'y pense pas, mais alors sur un blanc, un pansement, ça se voit pas, mais sur moi, un pansement, on voit que ça. Et tout est pensé en fait pour des gens qui sont blancs, parce que c'est l'espèce de norme invisible. Et le système raciste, en fait, il est conçu au profit des dominants. Et les dominants dans ce système raciste-là, ce sont les dominants blancs. De fait, quand on est blanc, qu'on soit antiraciste ou non, on est forcément bénéficiaire de ce système-là. Par exemple, quand un noir ou quand un arabe est discriminé pour accéder à un appartement, c'est un blanc qui en bénéficie. Et ce blanc-là peut être tout à fait un militant antiraciste, mais de fait, sans être nécessairement idéologiquement solidaire du système, il en tire des bénéfices de la même façon que les hommes tirent profit du sexisme indirectement et indépendamment de leurs convictions personnelles. Mais c'est vrai que c'est difficile à entendre, et souvent les gens ont l'impression d'être accusés d'être les complices volontaires d'un système de domination. Mais je pense que dès lors qu'on en a conscience, on peut effectivement enclencher une réflexion sur le racisme et une action qui fait que on sait que concrètement on est perçu comme la personne qui doit bénéficier de ce que l'autre n'a pas à sa place.
Je crois qu'il y a quelque chose d'assez ancien en France par rapport au rapport à l'islam. C'est vrai que quand on entend parler de l'islam aujourd'hui, on a l'impression que c'est une religion qui vient d'arriver. Or, c'est pas le cas. L'État français a eu depuis longtemps à gérer avec la question des musulmans, notamment à l'époque des Français musulmans qui étaient en Algérie, et puis d'autres colonies comme le Sénégal ou le Mali étaient majoritairement peuplées de gens musulmans. Et je pense qu'il y a un antagonisme avec les populations musulmanes qui est véritablement lié au conflit relatif à la guerre d'Algérie. Et je crois que vraiment il y a quelque chose qui n'est pas digéré autour de ça. Et selon moi, l'islamophobie telle qu'elle s'exprime aujourd'hui vise essentiellement les populations arabo-maghrébines. Et j'ai pas l'impression que dans ces discours-là, les musulmans non arabes soient particulièrement visés. Et je serais tentée de dire que l'islamophobie telle qu'on l'entend aujourd'hui parmi les politiques est une forme d'arabophobie reformulée de manière un peu plus polie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de dire qu'on n'aime pas les Arabes ou qu'on trouve que leur culture est problématique. Donc sous couvert de critiquer une religion, en fait, on s'en prend aux musulmans qui, de toute façon, dans la sphère publique, sont résumés aux Arabes. Moi, je me souviens que pendant le débat sur l'identité nationale, Nicolas Sarkozy s'en était pris assez vertement à l'islam et que le journal Libération avait proposé une réponse. Et en couverture, je me souviens, il y avait « Les musulmans répondent à Nicolas Sarkozy » et tous les musulmans en question étaient originaires du Maghreb. Et ça, c'est vraiment, ça fait écho au cliché et à l'idée qu'on croit que les musulmans, c'est les Arabes, sauf que en vérité, c'est pas ça. On est en France, à La Réunion, par exemple, qui est un territoire français. C'est le territoire où s'est construite la première mosquée en 1905. Puis un tiers des Réunionnais qui sont musulmans, ou encore à Mayotte, 90% des Mahorais sont des musulmans. Donc l'islam ne se résume pas aux gens originaires du Maghreb. Les personnalités qui ont de la notoriété, qui sont sollicitées pour répondre sur la question d'islam sont souvent les personnalités d'origine maghrébine. Et on a pu voir que, par exemple, une personne comme Ramayad, qui a plusieurs fois dit qu'elle était musulmane et pratiquante, n'a jamais, ou que très très rarement, été interpellée comme musulmane pour s'exprimer sur toutes les questions qui ont fait débat dernièrement. Et c'est intéressant de voir qu'on va plus aller chercher une Fadela Amara qui ne proclame pas autant son islam qu'une Ramayad, parce que Ramayad, on l'aperçoit avant tout comme étant une noire. Pour moi, le fait de signer cet appel me donnait le sentiment de présenter des excuses. C'est-à-dire qu'avant que cet appel ne soit lancé, un député a dit que les musulmans de France devaient se positionner par rapport aux actes de terrorisme qui avaient lieu à l'étranger parce que leur silence était un silence complice. Et ça, c'était vraiment pour moi complètement raciste dans la mesure où ça sous-entend que tous les musulmans sont forcément unis dans leur idéologie et que ce que font une minorité de musulmans au nom de l'islam nécessairement engage tous les autres musulmans. Et on n'a jamais demandé aux chrétiens de condamner les attentats anti-IVG qui sont commis contre des médecins au nom de la Bible. Et parce qu'on estime que les chrétiens ont chacun leur individualité et que tous ne sont pas solidaires des actes d'une minorité de fous, parce que c'est ça la vérité. Alors je peux pas nier le fait que nécessairement mon parcours est influencé par le fait que j'ai été éduquée dans la culture musulmane, que je sois une femme, que je sois noire, que je sois aussi parisienne, française. Donc ça a une incidence sur mon regard sur le monde, ça je peux pas le nier. Maintenant, moi quand je m'exprime, c'est pas du tout en tant que musulmane, mais vraiment en tant que citoyenne. Et ce qui a toujours alimenté mon engagement, c'est vraiment l'indignation par rapport à l'injustice et l'injustice de tous ordres. Après, c'est pas du tout en tant que musulmane que je veux que ma parole soit considérée, parce que nécessairement ça lui donne ça peut donner l'impression qu'elle est orientée. Et puis généralement on demande, la majorité des gens de ce pays sont de culture judéo-chrétienne et s'expriment en tant qu'être humain tout simplement, et on n'a pas l'impression que tout d'un coup ce sont les porte-paroles du Vatican, donc Pour moi, ça évoque, je pense, les années où on a commis l'erreur de porter une condamnation morale sur le racisme. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que la question du racisme soit une question relative à la morale. La morale, pour moi, c'est vraiment associé à la religion. Et il n'est pas question de bien ou de mal. Le racisme a eu des fondements scientifiques. Et ce qui est important, c'est de démontrer que ces fondements sont faux. Alors que ce soit des sciences, du plan des sciences biologiques ou des sciences sociales, on a des outils scientifiques pour contester le racisme. Et placer la question du racisme sur le terrain moral, ça a eu pour conséquence de faire de Le Pen le grand méchant loup. On a dit, Le Pen, de toutes les façons, il est raciste, il est méchant. Et de ce fait, comme il était identifié comme le seul vrai raciste méchant, tous les propos racistes qui sont exprimés en dehors de Le Pen ont été acceptés parce qu'on avait beaucoup plus de mal à accuser, ou en tout cas à reconnaître le racisme chez d'autres gens qui n'étaient pas perçus comme méchants. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui,
Quand on a un Brice-Hortefeux qui va tenir des propos racistes, on a ses amis qui vont le défendre en disant « mais moi je le connais bien, c'est mon ami, il ne peut pas être raciste ». Et c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes parce que on a l'impression qu'en fait être raciste forcément c'est avoir un œil de pirate un truc de pirate sur l'œil, être un ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie. Et du coup, c'est ce qui fait que les racistes plus gentils entre guillemets passent entre les mailles du filet. Je pense à mon frère. En fait, il travaille pour une grande entreprise publique et il a une voiture de fonction qui est siglée au logo de l'entreprise en question. Et dernièrement, il a eu un petit accident sans gravité. Et il s'est retrouvé, donc il travaille en costume, comme beaucoup de cadres, et il s'est retrouvé donc sur une civière avec des gens qui l'emmenaient, etc. Et le premier réflexe que la personne a eu, c'est de lui dire « vous êtes vigile ». Et il m'a dit « franchement, j'ai eu envie de mourir ». C'est invraisemblable. Et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire que les gens concrètement peuvent pas imaginer quand, par exemple, il y a j'ai une amie qui est attachée de presse, donc elle est responsable d'un service presse en fait, et qui est noire, et qui me raconte qu'en fait quand elle va à des endroits où elle est invitée avec sa stagiaire blanche, sa stagiaire rentre et elle, on lui bloque la porte. Parce qu'on imagine qu'en fait la stagiaire est la chef, ou je ne sais quoi, mais en tout cas qu'elle n'a rien à faire là. Moi je crois beaucoup dans la vigilance de tous les citoyens. Ce qui est important, c'est de se dire que, concrètement, on a tous des préjugés, on a tous nos préjugés qui sont liés à notre histoire, à nos croyances, à nos peurs et à tout un tas de choses, quoi. Ce qui est très important, c'est pas de ne pas avoir de préjugés parce que c'est quand même, ça me semble quand même assez difficile, voire impossible, mais d'être conscient qu'on peut formuler des préjugés et qu'au nom de ces préjugés, on peut agir. Et on peut agir soit de manière offensive par rapport à des gens, soit juste les vexer ou en tout cas les mettre dans des positions qui sont difficiles. Dès lors qu'on a conscience qu'on a des préjugés, on peut efficacement se remettre en cause et remettre en cause les actes qui en ont découlé. Pour moi, la prévention, la sensibilisation par rapport au racisme, c'est essentiel. Après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir nommer le racisme. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que le racisme, c'est un tabou. C'est-à-dire que concrètement, on parle de diversité, de promotion des minorités, etc. Mais le mot racisme, il a quasiment disparu des débats publics. Et les gens, y compris quand ils sont condamnés pour un jeu raciste ou pour provocation à la discrimination raciale, il y a toujours des gens autour d'eux pour dire « mais non, il n'est pas raciste ». Moi, je me demande bien à quel moment on peut qualifier les gens de racistes. S'il y a une décision de justice et s'il est avéré que ces gens-là ont formulé des propos racistes, peut-être qu'il faut aujourd'hui s'autoriser à dire « mais un tel, il est raciste ». Alors, il est raciste, ça ne veut pas dire qu'il est pourri jusqu'à la moelle et qu'il faut l'enfermer et l'ôter à la vue de tout le monde. Simplement, il est raciste et peut-être qu'on peut faire quelque chose pour soit changer ses préjugés, soit en tout cas faire en sorte qu'il ne nuise pas à la société. Mais je crois vraiment qu'il faut savoir aujourd'hui identifier et nommer le racisme pour pouvoir lutter contre. Parce qu'aujourd'hui, c'est une espèce de mal invisible qui finalement s'immisce dans le fait que les gens n'octroient la qualité de raciste qu'à Jean-Marie Le Pen. Après, pour lutter contre le racisme, je crois qu'il faut aussi donner les moyens à la lutte contre les discriminations. Ce qui se passe aujourd'hui avec la remise en cause de la HALD, le fait qu'on veuille l'intégrer aux défenseurs des droits, alors qu'elle avait déjà des moyens qui étaient extrêmement réduits, pour comparer, elle a 10 fois moins de moyens que son homologue britannique, donc c'est quand même assez ridicule. Le jour où l'institution française reconnaîtra que la lutte contre la discrimination mérite qu'on dépense de l'argent, je pense qu'on sera dans un pays qui reconnaîtra que la lutte contre les discriminations sont un fléau qui mérite vraiment qu'on y apporte de l'intérêt et que l'argent qui est collecté de l'investissement des citoyens à travers les impôts permette à chaque citoyen de vivre correctement en France et de vivre pleinement son identité sans avoir la crainte d'être puni parce qu'il est d'origine étrangère ou d'origine ultramarine. Après, moi je crois beaucoup... Pour lutter contre le racisme, je crois beaucoup aussi au pouvoir des réseaux sociaux. Je crois que ce qui s'est passé dernièrement, ces dernières années, c'est que beaucoup de polémiques ont éclaté grâce à la vigilance de gens qui étaient sur Facebook et sur Twitter, qui ont obligé les médias à traiter un certain nombre de questions. Je pense à la question de Guerlain, par exemple, ou la question de Brice-Hortefeux. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a appelé ces dérapages, que je mets vraiment entre guillemets parce que le terme me semble assez impropre, n'aurait jamais eu une telle publicité. Donc je crois aujourd'hui que la solidarité, la vigilance des militants peut vraiment être appuyée par la force d'Internet.